Dans un séminaire qui s'intéresse au rapport à la Terre, au territoire, il est inévitable de parler de topologie sociale. Topologie sociale, c'est un nom un peu général par lequel on désigne au sein des sciences sociales la formalisation du rapport à l'espace. C'est évidemment une question qui intéresse les géographes, mais qui intéresse aussi au premier chef les anthropologues. Et je suis très heureux que Klaus Hamburger ait accepté de venir nous en parler aujourd'hui. Klaus Hamburger est un ethnologue africaniste, mais qui a, avant d'avoir commencé à faire de l'ethnologie, une carrière, ou en tout cas une formation et des intérêts qui se sont développés dans d'autres disciplines, en philosophie, en économie, parce qu'il poursuit depuis longtemps, au fond, une même préoccupation qui est comment penser l'espace. Et penser l'espace indépendamment, effectivement, des catégories classiques que la philosophie nous a léguées, des formes a priori de la perception. Et il lui a semblé, à un certain moment, que le détour par l'ethnologie d'abord, l'ethnographie, qu'il a menée dans une société d'Afrique de l'Ouest, les Ewe, et ensuite le détour plus généralement par l'anthropologie, c'est-à-dire par la façon dont les peuples utilisent l'espace et conçoivent l'usage différencié de l'espace. L'anthropologie fournissait à cette question des réponses qui permettaient un panorama comparatif assez large. Il s'est donc intéressé à cette question d'abord, évidemment, dans le cadre de ses études personnelles sur l'Afrique de l'Ouest, en croisant l'analyse des systèmes sociaux, des systèmes religieux. Chez les Ewe, on est dans une région où domine ce qu'on appelait le vaudou, et donc des systèmes de sanctuaires qui sont effectivement localisés dans l'espace, donc système religieux, système politique, système de parenté. Et peu à peu, il a élargi son enquête à d'autres régions du monde. Je dois dire que comme américaniste, j'ai été très admiratif de la façon dont Klaus Hamburger a réussi à maîtriser une masse de matériaux considérables, tant sur l'Amérique du Sud des basses-terres que sur l'Amérique du Nord, aussi sur les populations autochtones d'Amérique du Nord, pour construire progressivement un modèle d'occupation différenciée de l'espace, modèle d'occupation différenciée de l'espace qui est donc caractérisé à la fois par des usages, en général par des usages sociaux, mais qui sont d'une très grande variété, puisqu'ils concernent à la fois les systèmes de parenté, ils concernent la distinction des genres, ils concernent la distinction entre espace sacré et espace profane, ils concernent la distinction entre humain et non humain, etc. Et c'est le modèle général de cette topologie sociale que Klaus Hamburger construit au fil des années dans son séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales, qu'on va avoir le privilège d'écouter aujourd'hui. Donc merci, un grand merci de cette présentation qui nous honore. Merci beaucoup Philippe de ton introduction. Merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter ici ce qui est en effet une première synthèse des recherches que je mène depuis une dizaine d'années sur la morphologie spatiale dans différentes régions du monde, avec une attention particulière au rapport entre les sexes. Et effectivement, ce sont des recherches qui m'ont mené progressivement non seulement à considérer les espaces comme sexués, mais à considérer les rapports des sexes, le genre, comme une question spatiale. De considérer donc le genre est aussi non pas comme une construction discursive, mais comme une réalité physique, une réalité matérielle, mais une réalité matérielle qui ne se réduit pas à la seule anatomie du corps, mais qui comprend aussi bien les techniques de son usage, ses transformations,
par vêtement, par parure, par mutilation, son ancrage dans un système d'habitation ou ses interactions avec l'environnement. Autrement dit, donc, la réalité physique du genre n'est pas une réalité biologique, mais c'est une réalité spatiale. Et aujourd'hui, j'aimerais bien un peu argumenter et approfondir cette notion. En principe, concevoir les genres dans ces relations spatiales n'est pas très nouveau en soi. On sait depuis le début de l'anthropologie que les activités masculines et féminines se distribuent dans toutes les sociétés à peu près de façon assez inégale dans l'espace. Mais traditionnellement, cette sexuation de l'espace est pensée comme une conséquence de la sexuation des corps qui s'y trouvent. Ça a un peu changé au fur et à mesure on a commencé à comprendre le corps non seulement comme un organisme biologique, mais aussi comme un ensemble de techniques plus ou moins automatisées de se servir de cet organisme, des postures, des gestes, des démarches, des orientations du regard. L'ensemble de ces dispositions incorporées qu'on a appelées à la suite de Marcel Mauss et puis Bourdieu et Habitus, est profondément conditionné par l'environnement spatial, et on a ainsi compris que l'organisation sexuelle de l'espace est non seulement une façon d'assigner des zones d'activité à des corps déjà sexués, mais aussi à produire ces corps sexués en tant que tels. Et à cet égard, une étude classique de Bourdieu sur la maison kabyle était un peu le paradigme de ce changement de perspective qui ne conçoit pas tant l'espace sexué comme une conséquence des sexes qui s'y inscrivent, mais plutôt le genre en tant que tel comme un attribut d'abord spatial et qui devient corporel par l'incorporation de ces perspectives. Néanmoins, si on décrit les choses dans ces termes, on risque de concevoir le corps et l'espace comme deux pôles complémentaires, où on peut ensuite se demander si c'est le corps qui forme l'espace ou si c'est l'espace qui forme le corps, alors qu'en réalité, le corps n'est pas simplement situé dans l'espace, mais il en fait partie. Ça veut dire que la conception spatiale du genre ne s'oppose pas à sa conception corporelle, mais la généralise, elle l'approfondit en lui rendant sa dimension relationnelle. C'est ça qui était un peu le résultat majeur des études du genre ces dernières décennies, et aussi en un sens du concept du genre en tant que tel, de le concevoir comme une catégorie foncièrement relationnelle. La notion même d'homme ou de femme n'a pas de sens sans référence à l'autre. Et ça ne veut pas simplement dire que le genre ne peut être réparé que de façon relative, au sens où ce sont les écarts comparatifs qui sont plus importants que les écarts absolus, mais aussi que les positions sexuelles, les positions d'hommes ou de femmes, sont en soi définies par des interactions. Et c'est donc à partir d'une reformulation relationnelle de la réflexion traditionnelle sur la division sexuelle du travail que dans les années 70, dans les années 80, des anthropologues notamment inspirés par l'anthropologie féministe, comme Ortner et Whitehead dans un recueil d'articles assez célèbre de 81, ont mis en place un modèle relationnel du genre qui ensuite a été approfondi notamment par des travaux comme ceux de Marilyn Strathern, en Mélanésie notamment, mais comme on sait, entre-temps, ça renvoie à des travaux qui datent aussi des années 70.
Ce qui est intéressant, que ces travaux, cette reformulation relationnelle des rapports de genre, ne s'appuie pas explicitement sur une notion d'espace ou sur des travaux particuliers sur la morphologie spatiale, mais dans le résultat, il se recouvre remarquablement avec les résultats de nombreuses analyses ethnographiques de l'espace, notamment de l'espace domestique. On peut citer comme paradigme l'analyse de la maison Talensi par Fortes de 1949, qui est un peu devenu le modèle des analyses de l'espace sexué par la suite, et qui ont peut-être atteint leur élaboration la plus fine dans l'analyse de la maison Barazana en Amazonie du Nord-Ouest dans les travaux de Steve McChristine Hugh-Jones. Alors, d'où cette analogie entre un modèle relationnel du genre d'un côté et une ethnographie de l'espace sexué, notamment de l'espace domestique sexué de l'autre côté. C'est non seulement parce que l'espace social et l'espace domestique en particulier est aussi un système relationnel, sexué selon les mêmes principes que les autres systèmes économiques, rituels, sexuels, etc., mais que le modèle relationnel qui définit la notion du genre est au fond un modèle spatial, dans la mesure où les relations en question sont foncièrement des schémas d'interaction corporelle et que l'espace en tant que tel, l'espace social, est un tissu d'interaction physique. Dans cette conception, les corps ne sont pas simplement des atomes, des corpuscules isolés qui cherchent leur position dans une structure spatiale préexistante, mais plutôt de nœuds relationnels, des centres de force qui se contraignent, qui s'orientent, qui se transforment mutuellement, de sorte que toute position spatiale est en même temps une disposition corporelle et vice-versa. De sorte que habitus et habitat ne sont que deux aspects d'une seule et même structure que Michel Cartry a, avec une expression heureuse, une fois appelée l'espace-corps. Et c'est en tant que disposition relationnelle de cet espace-corps que je propose de concevoir le genre. Alors, les dispositions relationnelles du corps sont évidemment innombrables. Ils forment un continuum à plusieurs dimensions. Et on peut se demander pourquoi donc ce continuum s'articule toutefois dans toutes les sociétés selon une polarité fondamentale entre un pôle masculin et un pôle féminin. Ce n'est pas simplement en raison de l'importance de certaines relations entre hommes et femmes, par exemple dans le domaine de la reproduction, mais c'est en raison de la forme particulière que prend la relation dans tous les domaines. Et comme je vais essayer de le montrer, cette forme particulière qui qualifie les relations entre les sexes comme un axe fondamental de l'espace social, cette forme particulière est au fond une transformation de la relation sociale primordiale qui est celle entre soi et l'autre. Alors, pour maintenant essayer de préciser en quoi consiste justement cette relation, parce qu'une conception spatiale du genre nous oblige à reprendre la question en quoi consiste au juste la différence entre hommes et femmes, si la simple référence à la biologie du corps ne peut plus nous servir comme un point d'ancrage. Alors, comment formuler la polarité des genres comme une polarité spatiale? La sexuation de l'espace dans les différentes sociétés est multiple. Il y a beaucoup de polarités qui montrent un caractère sexué. Le haut et le bas est souvent pensé de façon sexuée. Dans certaines régions, pas dans toutes, la différence entre gauche et droite est conçue comme une différence sexuée, etc. Donc c'est extrêmement variable. Mais il existe toutefois une dichotomie spatiale que toutes les sociétés
semble associée de la même façon à la polarité entre les genres, si bien qu'elle apparaît même comme le sens topologique de cette polarité, et c'est la dichotomie entre l'extérieur et l'intérieur. Quelle que soit l'échelle où on se situe, que ce soit le corps, que ce soit le corps propre, que ce soit la maison, que ce soit les activités de subsistance, les rapports à l'environnement, le réseau des mobilités, partout, les hommes apparaissent orientés plus vers l'extérieur et les femmes plus vers l'intérieur. En général, bien évidemment, il ne s'agit pas là d'une ségrégation stricte, mais d'une polarisation relative qui crée des zones de mixité variables dont les profils varient énormément selon les sociétés. Mais il est rare que cette polarité s'efface totalement, et nulle part elle ne s'inverse, de sorte que les femmes se retrouveraient systématiquement au pôle extérieur et les hommes au pôle intérieur. Aucune société ne semble avoir échappé à cette règle, et c'est indépendant du mode de production, c'est indépendant de la règle de résidence. On trouve ça chez des sociétés virilocales de l'ère voltaïque, par exemple, en Afrique de l'Ouest, où lorsqu'on rencontre un couple, si c'est en dehors de la maison, on salue l'homme premièrement, si c'est à l'intérieur, on salue la femme premièrement, et toute la morphologie sociale est construite sur une polarité entre le portail et l'avant-cour qui est masculin et les chambres et les arrière-cours qui sont féminins. Mais on trouve la même polarité chez les sociétés uxorées-locales du Brésil central, où le mythe fondateur de la suprématie masculine finit par un chant des femmes qui dit « Je suis rentré dans la maison et je me suis caché ». On trouve cette même polarité chez des sociétés comme en Indonésie orientale, au Timor par exemple, où on trouve tantôt des sociétés uxorées-locales, tantôt des sociétés virilocales, mais ils utilisent un même mot, un même terme pour signifier masculin et extérieur. Et même chez des sociétés ambilocales, comme par exemple les Ibans de Bornéo, où la maison longue est composée de pièces familiales détachables, et on peut s'orienter aussi bien vers la famille de la femme ou vers la famille de l'homme, mais à chaque fois, cette maison longue est divisée en un varanda externe masculin et une cuisine interne féminine. Évidemment, c'est une polarité qui admet de grandes variations entre sociétés en ce qui concerne la forme qu'elle prend, en ce qui concerne aussi la force avec laquelle elle s'est imposée. On trouve à un extrême certainement la bourgeoisie occidentale du XIXe siècle, où cette polarisation a pris la forme d'une véritable réclusion, d'un enfermement des femmes. On trouve cette même polarisation extrême dans certaines sociétés musulmanes, ou plutôt dans certaines couches aisées des sociétés musulmanes, pratiquant la purda, comme par exemple les kanouris. C'est à chaque fois cette polarisation extrême est typiquement un privilège des classes supérieures. Les plus pauvres ne peuvent jamais se permettre d'enfermer totalement les femmes. Mais on a de l'autre côté des sociétés comme certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, comme les Kongsan ou les Mbuti, où cette dichotomie des sexes est extrêmement réduite, où les femmes ont accès quasi illimité à l'espace, tout comme les hommes, et où la polarisation s'est réduite à certains traits minimes, comme par exemple les lieux où se couchent les garçons et les filles, ou la disposition relative ou l'association relative des sexes à la maison ou au feu qui est à l'extérieur. Donc c'est à un niveau microscopique, où on peut quand même dans les sociétés extrêmement égalitaires en ce qui concerne les rapports des genres, on peut toujours discerner cette même polarité. Il apparaît par ailleurs que le degré de cette polarité entre les genres varie justement en fonction de la séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Ainsi, on trouve que la polarisation extrême
entre hommes et femmes dans les sociétés occidentales du 19e est directement lié à l'accomplissement d'une division de travail qui sépare radicalement la sphère de l'échange du travail salarié, etc., de la sphère domestique. Et de l'autre côté, on peut observer, on a observé, par exemple, que les femmes Kongsan, donc une société de chasseurs-cueilleurs nomades, ont perdu beaucoup de leur autonomie et de leur souveraineté en ce qui concerne la liberté de mobilité et la liberté de disposer de leur corps au cours de la sédentarisation qui a substitué des appartements stables et clos aux habitations ouvertes et éphémères qui sont habitées avant. Ces corrélations montrent non seulement qu'un changement dans la morphologie physique de l'espace social peut avoir un impact immédiat sur les rapports de genre, mais que le genre en tant que tel peut être considéré au fond comme un trait de cette morphologie physique de l'espace social. Ça veut dire que ce que je propose dans cet exposé, c'est de concevoir hommes et femmes, non plus comme à l'habitude, comme les gens du pénis et les gens du vagin, mais comme les gens de dehors et les gens de dedans. Ça ne veut pas tout simplement dire que remplacer un critère par un autre. Tout d'abord, le critère proposé ne remplace pas l'ancien critère, mais l'englobe comme un cas spécial. Aussi, la prégnance des organes génitaux tient fondamentalement au fait qu'ils sont relativement tournés vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Deuxièmement, il ne s'agit pas ici d'une opposition entre deux attributs, quoique complémentaires, mais entre deux pôles relationnels inséparables. Le concept de dehors, non seulement est complémentaire avec un concept de dedans, il n'a pas de sens sans un concept de dedans. On ne peut pas penser le dehors sans un dedans. Troisièmement, la polarité entre intérieur et extérieur est toujours relative par rapport à un cadre de référence. Donc, une seule et même position peut être considérée comme intérieure et féminine sous une perspective et comme extérieure et masculine sous une autre. Corrélat de cette relativité fondamentale, la polarité des sexes ne consiste plus à diviser le monde en deux classes discrètes par une frontière absolue, mais plutôt d'orienter un continuum dont le gradient varie d'une société à l'autre. Il ne s'agit pas seulement d'être homme et femme, mais aussi d'être plus ou moins homme et femme. Selon, par exemple, différents contextes, profanes ou rituels, dans beaucoup de sociétés, on est beaucoup plus homme ou femme dans un cadre de certains rituels qu'au quotidien, ou qu'il s'agisse des transformations au cours des cycles de vie. Très souvent, la polarité des sexes est très très peu développée dans l'enfance. Elle atteint son comble dans la puberté et après le mariage, et ensuite à la vieillesse, elle s'efface souvent. La polarité des genres est donc à la fois relative et continue, et aussi foncièrement dynamique. Et dernièrement, au contraire, c'est peut-être le point le plus important, au contraire du dimorphisme sexuel biologique, la polarité entre intérieur et extérieur est un schéma structurel qui peut s'appliquer à toutes les échelles de l'espace social. Donc de l'anatomie du corps jusqu'au profil du territoire. Il produit donc le genre non pas comme une simple opposition binaire, mais comme une structure complexe et différenciée, car ce schéma n'est pas forcément appliqué à toutes les échelles de exactement la même façon. Et ça peut même être qu'au passage d'une échelle à l'autre, le schéma s'inverse. Et que le genre prend donc une forme parfois contradictoire. Le travestisme est normalement l'exemple le plus cité,
mais on n'a même pas besoin d'aller à l'usage ou à une contradiction entre l'anatomie du corps et l'usage des vêtements. Si on pense que dans certaines sociétés, il suffit pour être considéré comme femme de se tenir habituellement dans les espaces féminins. Donc, par exemple, à l'intérieur de la maison, dans les arrière-cours, etc. Cette effémination par intériorisation caractérise aussi souvent des personnes dans certaines situations rituelles, par exemple les reclus initiatiques. C'est un classique que les garçons reclus sont assimilés à des jeunes filles qui ont leurs premières règles, ou aussi certaines positions sociales particulières, comme les devins en Afrique ou les chamans en Amérique, par exemple. C'est-à-dire que la conception spatiale du genre permet aussi une conceptualisation plus précise des cas où la continuité de l'orientation sexuelle à toutes les échelles de l'espace social est transgressée au profit d'une orientation multiple ou variable. Inversement, la considération de ces transgressions, qu'elles soient par ailleurs sanctionnées, tolérées ou même valorisées par la société, permet de délimiter l'horizon dans lequel la synchronisation des échelles spatiales est attendue ou exigée, c'est-à-dire dans le degré, de saisir le degré dans lequel l'espace social est sexué. Et on peut effectivement se demander pourquoi cette synchronisation entre les différentes échelles est exigée. D'où vient la nécessité, éprouvée apparemment par toutes les sociétés, de soustraire l'orientation introvertie ou extrovertie de leurs membres au choix individuel et aux conditions du moment, pour en faire une attitude corporelle cohérente et stable, au point de la concevoir comme une part essentielle de leur identité personnelle. Et pour répondre à cette question, il faut considérer quel est le sens social de cette dichotomie entre intérieur et extérieur, qui n'est pas une dichotomie spatiale comme les autres. C'est une dichotomie fondamentale, une dichotomie fondatrice de toute topologie. Toute topologie peut être considérée comme un système d'environnement qui entoure chaque position de l'espace, qui peuvent s'englober mutuellement. En ce qui concerne l'espace social, ces environnements sont souvent délimités par des enveloppes matérielles, des pots, des vêtements, des murs, des enclos, des forêts, qui servent de filtre à la communication et des barrières d'accès, qui peuvent fonctionner très différemment et qui ne touchent pas tous les médiums de communication de la même façon. Par exemple, un rideau peut servir de barrière visuelle, mais laisser passer les signaux sonores. L'obscurité d'une case peut permettre des contacts tactiles tout en excluant la vision. Une couche de parfum n'épare pas la vision, mais bloque l'odorat. En fonction des sens concernés, parfois la seule distance peut suffire comme limite, sans nécessiter l'interposition d'une barrière physique. Mais à chaque fois, il s'agit de délimiter autour d'une position de référence donnée un intérieur, donc un ensemble de positions qui ont accès à certains aspects de cette position de référence, et un extérieur qui est exclu. Et si cette zone s'englobe mutuellement, dans ce cas-là, la dichotomie entre intérieur et extérieur prend la forme d'une échelle graduelle, de sorte que plus qu'on se tourne vers l'extérieur, plus le nombre des positions avec lesquelles on peut communiquer augmente, mais en même temps, le contenu auquel on donne accès diminue par rapport à ce qu'on cache ou à ce qu'on dissimule. Et inversement, plus on se retire vers l'intérieur, plus les contenus qu'on dévoile augmente, mais en même temps, plus le nombre de ceux qui ont accès diminue jusqu'à se réduire à l'individu solitaire qui garde ses secrets dans l'intérieur du soi. Une intériorité pure qui est souvent identifiée avec un organe intérieur comme le cœur
ou le ventre. Et je dis ça de façon provisoire parce qu'on va tout à l'heure voir que cet intérieur est pensé de façon très différente selon qu'il s'agit d'un corps masculin ou féminin. Mais si on conçoit comme ça l'espace social comme une topologie de communication, la polarité entre extérieur et intérieur correspond donc à une échelle d'accessibilité. D'une part, selon le nombre de ceux qui ont accès, et d'autre part, dans l'ordre inverse, selon la masse de ce qu'on rend accessible. Sous le premier aspect, la polarité entre intérieur et extérieur correspond donc à la polarité entre une sphère privée ou intime et une sphère publique. Et sous le second aspect, elle oppose une communication ouverte, informelle, sincère, sans retenue, à une communication contrôlée, formelle, théâtrale ou rhétorique. Évidemment, ces simples modèles d'une polarité dichotomique n'est pas en soi suffisante pour rendre compte de la complexité des topologies sociales empiriques. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a un certain moment d'inversion qui est inscrit dans la sexuation de cette polarité en tant que telle. Mais ce modèle nous permet, dans un premier temps, de préciser la question pourquoi cette polarité peut constituer l'axe fondamental du genre. Donc, si on pense à cette opposition entre une sphère publique et une sphère domestique, c'est effectivement à peu près la première dichotomie selon laquelle les rapports de genre socialement ont été pensés. Donc, déjà, en ce qui concerne les sociétés occidentales, Durkheim, dans son ouvrage sur la division du travail, a caractérisé le progrès de la civilisation par une polarisation progressive de l'espace sexué qui se montrait pour lui à la fois dans la ségrégation spatiale des hommes et des femmes et dans leur différenciation anatomique qui était pour lui aussi une conséquence de cette ségrégation spatiale. Donc plus la femme se retire de la sphère publique dans ce qu'il appelle l'intérieur de la famille, plus aussi son corps se forme et s'accomplit. Alors, bien évidemment, on ne considérerait plus aujourd'hui cette ségrégation comme un signe de progrès de la culture. Et effectivement, les mutations de la société occidentale que Durkheim avait sous les yeux se sont plutôt orientées dans une direction inverse. Mais l'idée de concevoir ainsi la différence des sexes, y compris dans cette dimension biologique, comme un produit historique de la division du travail et de la ségrégation spatiale, est aussi juste et pertinente que de caractériser la bourgeoisie occidentale à la fin du XIXe comme un climax inédit de la polarisation sexuée. C'est un climax inédit, c'est aussi extrême à l'échelle de l'anthropologie comparative et on ne peut certes pas généraliser cette polarisation à toutes les autres sociétés. Néanmoins, cette polarité que la bourgeoisie du XIXe en Occident a poussée à l'extrême se trouve dans de nombreuses autres sociétés. Et ce qui est un fait qui a aussi été remarqué par les études, par les anthropologues féministes des années 70, qui ont construit un premier modèle relationnel des genres. En observant qu'un des traits les plus universels de la division des tâches consiste en effet à assigner aux hommes les interactions avec les étrangers, au sens le plus large, donc qu'il s'agisse d'ennemis dans la guerre, d'alliés dans l'échange, notamment l'échange matrimonial et cérémoniel, les animaux dans la chasse, ou encore, comme l'a souligné Adener dans un article classique, avec les anthropologues, ce qui introduit un biais masculin intrinsèque dans l'ethnographie, selon lui. En revanche,
on voit que, pratiquement sans exception, les sociétés assignent aux femmes les interactions avec les enfants, qui, pendant la première phase de cette interaction, se trouvent à l'intérieur même de leur propre corps. Entre ces deux pôles, extérieurs pour les hommes et intérieurs pour les femmes, se déploie alors la sphère de la production domestique, qui est divisée de façon variable entre les genres et qui exige un certain degré de coopération. C'est un modèle qui a premièrement présenté par Sherry Ortner et Harriet Whitehead et ensuite perfectionné par Merlin Strathern à l'exemple de la société mélanésienne, où il s'agit donc de contraster une sphère des relations d'échange, une sphère extérieure ouverte et visible d'échange entre hommes, à une sphère intérieure cachée et secrète qui abrite des relations féminines de croissance et de gestation, et entre les deux a lieu une sphère de relations entre hommes et femmes qui caractérise les relations productives, résidentielles, sexuelles, et la parenté aussi inscrite dans cette zone intermédiaire. Et ensuite, ce modèle-là a connu beaucoup de différentes applications et interprétations. On peut ensuite penser introduire un vecteur causal en disant que c'est une détermination qui va de l'extérieur à l'intérieur, c'est la sphère d'échange qui oriente la production, qui oriente ensuite la reproduction, etc., comme c'était le cas dans certaines conceptions marxistes de ce modèle. Et on peut ensuite le dynamiser en caractérisant, par exemple, l'évolution des sociétés humaines comme une progression de l'extérieur vers l'intérieur, une progression successive de la sphère de l'échange qui absorbe ensuite la sphère de la production et donc la sphère masculine qui absorbe de plus en plus et qui repousse de plus en plus la sphère féminine vers l'intérieur, etc. Donc il y a plein de différentes applications que ce modèle relationnel a connues. Maintenant, on peut se demander quelles sont les implications topologiques de ce modèle. A priori, il ne semble pas problématique de situer les étrangers à l'extérieur et les enfants à l'intérieur. Cette orientation respectivement extrovertie et introvertie des hommes et des femmes a été affirmée dans des contextes les plus divers, tantôt comme une caractérisation de leur sexualité, comme par exemple chez Simone de Beauvoir, tantôt comme une caractérisation de leur socialité, au sens où les hommes sont plutôt tournés vers la société en tant que telle, alors que les femmes sont plutôt tournées vers leur propre personne. Mais si on représente les choses comme ça, on a presque l'impression comme si cette distinction entre extérieur et intérieur reviendrait à distinguer une mise en rapport avec l'autre, avec une négation de ce rapport. Hein, comme si l'extérieur, ça serait la sphère tournée vers l'autre et la sphère d'échange avec l'autre, alors que l'intérieur, ça serait donc la pure intériorité de soi où il n'y a pas de relation avec l'autre. Et ça, par contre, est quelque chose à laquelle il est difficile à souscrire si on songe que, par exemple, dans toute l'Afrique de l'Ouest, les enfants sont justement considérés comme des étrangers. Et les rapports avec les enfants sont des rapports non seulement avec des étrangers, mais avec des étrangers radicaux, avec l'autre monde, représentés par exemple aussi par des génies de Brousse qui ont non seulement une relation fondamentale avec les chasseurs, mais aussi avec les femmes. Ou si on songe aux sociétés de l'Amérique du Nord, où ce sont les femmes qui sont chargées de médiatiser les relations avec le surnaturel, mais aussi les relations avec les étrangers, où on ne peut pas dire que c'est la négation
de la relation à l'autre qui caractérise ici la position féminine, mais c'est plutôt une autre façon de se mettre en rapport avec l'autre. En Amérique du Nord, les deux sexes sont en relation fondamentale avec l'autre, mais de deux façons différentes. Pour les hommes, il s'agit plutôt de se rendre vers l'autre, alors que pour les femmes, il s'agit plutôt de le faire venir. Donc cette extroversion et introversion de la position considère justement la relation avec l'autre en tant que telle, plutôt que son affirmation et son négation. Alors, si on peut ainsi caractériser masculin et féminin comme deux façons de se mettre en rapport avec l'autre, et on peut dire que c'est une façon extrovertie d'un cas, une façon introvertie de l'autre, il reste encore la question comment alors définir ou comment alors comprendre les relations mutuelles. Et justement, le fait que les femmes se trouvent à l'intérieur de l'espace masculin, non seulement rien dans la relation aux enfants, dans la garde des enfants, n'exige a priori de se tenir à l'intérieur d'un espace réduit, d'un espace fermé, se tenir à l'intérieur d'une maison. On a essayé d'argumenter cette intériorité des femmes avec la réduction de la mobilité qui est imposée par l'évolution du corps humain, par le fait que les enfants humains sont dépendants des soins maternels pour une plus longue période, que les femmes doivent s'occuper des enfants et ça réduit leur mobilité. En réalité, si on regarde les femmes vest-africaines, par exemple, donc ils sont bien moins empêchés dans leur mobilité par les enfants qu'ils portent sur le dos que les femmes occidentales par les chaussures à talons, par exemple. Donc, que de Beauvoir a déjà pointé du doigt comme une façon de réduire la mobilité féminine. Donc, ce n'est pas tellement la relation aux enfants qui peut expliquer pourquoi les femmes sont reléguées à l'intérieur. L'intériorité des femmes ne découle pas de cette relation avec les enfants, elle découle de leur relation avec les hommes. C'est un fait fondamental de l'espace sexué dans toutes les sociétés que les hommes englobent les femmes. Et ce fait-là, a priori, n'est pas seulement pas directement lié par une conséquence directe de cette association respective des femmes à l'intérieur et des hommes à l'extérieur. Elle semble même, au premier regard, en flagrante contradiction avec ces orientations extroverties et introverties dont j'ai parlé tout à l'heure. Car le rapport entre intérieur et extérieur implique une notion d'englobement. Donc l'extérieur englobe l'intérieur, comme le contenant englobe le contenu. Or, s'il y a une propriété qui caractérise universellement le corps féminin, c'est bien sa capacité de contenir d'autres corps. Donc c'est plutôt sa capacité d'englober que la capacité d'être englobé. Ce caractère de contenant n'est pas restreint à la gestation ou au rapport sexuel, mais il caractérise aussi directement ou indirectement la plupart des gestes féminins qui impliquent régulièrement l'usage des récipients, des sacs, des marmites, des poteries, etc., ou des mouvements d'englobement, contourner, serrer, écraser. Réciproquement, le corps masculin n'est pas simplement caractérisé comme non contenant, mais aussi par sa capacité de devenir contenu, de s'introduire dans d'autres corps, comme le montre l'importance de la pénétration en tant que geste masculine par excellence, non seulement dans le domaine de la sexualité, mais à nouveau dans l'ensemble des techniques masculines qui visent majoritairement à perforer, à percer, à creuser, etc.
Alors, si les corps féminins et masculins sont donc généralement conçus comme respectivement englobants et englobés, pourquoi l'espace féminin est alors englobé par l'espace masculin et pas inversement? Je pense que cette double caractérisation du corps féminin par son intériorité et par sa capacité de contenant n'est pas une conséquence logique. Au niveau logique, ça serait plutôt une contradiction. Mais c'est un fait historique, un tournant fondamental dans l'évolution des sociétés humaines. Un moment qu'on pourrait caractériser avec Engels comme la défaite historique du genre féminin, mais il faudrait peut-être parler plutôt de la naissance historique du genre féminin et du genre tout court. C'est une véritable inversion topologique par laquelle le corps féminin est constitué non seulement comme contenant, mais comme un contenant contenu, enserré par une collectivité masculine et ainsi transformé en organe de reproduction non seulement du corps, mais de l'espace social tout entier. C'est ainsi que le corps féminin devient le dernier chaînon d'une hiérarchie de contenants contenus qui va du village englobé par le territoire et par le paysage jusqu'à la chambre englobée par la maison. Le corps de la femme au sein de la chambre constitue ainsi le véritable pôle intérieur de l'espace sexué, un lieu caché et opaque par excellence, et un lieu dont l'intérieur n'est plus ici la demeure solitaire et transparente du soi, mais justement un lieu habité par l'autre. Un lieu habité par l'autre, non moins que la brousse sauvage environnante. Comme si l'espace humain ne saurait se reproduire qu'en intégrant un espace non humain en son sein. Et cet espace non humain, au sein de l'espace humain, justement, le corps féminin. Alors, résumons les pas logiques qu'implique cette constitution du genre en tant que condition de la reproduction sociale. Il y a d'abord l'idée que la reproduction du soi passe par la relation à l'autre. Donc là, il n'y a rien de spécifique pour le genre. C'est la même chose pour penser l'inceste ou les échanges matrimoniaux. C'est en un sens l'idée fondatrice du social en tant que tel. Alors, il y a deuxième moment, ce rapport avec l'autre, cette relation avec l'autre peut être pensé de deux façons différentes, dans deux modes différents, selon qu'on s'approche à l'autre en tant que contenu, en tant que contenant. Les hommes l'affrontent plutôt en pénétrant dans son domicile et en perçant son corps par leurs armes, par exemple. Les femmes plutôt en le recevant en leur sein et en le portant dans leur corps. Et si on pense aux cosmologies de certaines sociétés de chasseurs de têtes, par exemple, comme on est dans le séminaire de Philippe, pour citer les Sachois, par exemple. Donc, ces deux façons de se rapporter à l'autre ne sont pas pensées comme une division de travail entre la guerre et la chasse d'un côté et la reproduction de l'autre côté, mais comme deux aspects de la reproduction en tant que tels, même sans penser aux relations sexuelles au sens restreint. Mais pour fonder la relation de genre, il faut toutefois encore un troisième pas logique, parce que masculin et féminin ne sont pas seulement deux modes de se mettre en rapport avec l'autre, mais aussi deux modes de rapport mutuel. Et là, contrairement à ce que la complémentarité de ces deux modes de rapport à l'autre laisserait penser, et contrairement à ce que le modèle de l'acte sexuel insinuerait, le genre masculin n'est pas posé comme englobé par le genre féminin, mais comme l'englobant. Et ça, c'est en un sens un paradoxe constitutif. Pourquoi les sociétés humaines n'ont-elles pas plutôt adopté une topologie cohérente où les femmes englobent les hommes à toutes les échelles? Une telle topologie n'est pas impensable. Elle est même pensée systématiquement dans les mythes. On les retrouve très souvent. Donc il y a un conte ouest-africain qui varie ce thème sur un mot facétieux où le héros masculin
c'est le trickster araignée. Il pénètre dans un lointain pays des femmes. Les habitantes l'enferment dans la chambre. Ils le nourrissent et le gardent comme un enfant. Et ils se servent de lui périodiquement comme un objet de plaisir. Mais il est trop gourmand. À la fin, il tombe dans la jarre de bananes et il finit par retomber dans le monde des humains. Donc, dans cette conception-là, l'espace féminin, il se présente à la fois comme un espace domestique, à l'intérieur de la chambre, un espace conjugal où ont lieu les rapports sexuels, et un espace intra-utérin, parce que cette jarre de banane qui est le canal vers le monde humain est évidemment une figuration du canal de naissance. Donc, à tous égards, l'espace masculin est ici dessiné comme intérieur par rapport à l'espace féminin. D'où vient donc la nécessité affirmée par les mythes d'origine à travers le monde d'inverser cet état, de tourner l'extérieur à l'intérieur et d'englober les femmes par les hommes. Pourquoi la reproduction n'exige-t-elle pas seulement de transformer les femmes en contenants, donc de les ouvrir et de les remplir, mais en outre de les transformer en contenu, de les enfermer et de les cacher? Généralement, cette transformation est présentée comme une agression collective des hommes qui ont privé les femmes du libre contrôle de leur corps et de leurs mouvements pour les subjuguer à la domination masculine. C'est un acte qui est calqué sur le modèle de la chasse et dans certaines variantes des mythes d'origine qui instaurent l'ordre actuel, donc la domination masculine, la femme est même présentée comme une sorte d'animal métamorphosé qui devient alors non seulement une source de nourriture, mais un trésor de richesse dont avant toute la puissance génésique. C'est une conception qu'on trouve à la fois dans des mythes d'origine de beaucoup de sociétés, qu'on appelle généralement les mythes du matriarcat, et aussi dans beaucoup des théories classiques des rapports de genre. Donc, sans forcément souscrire à l'idée d'un matriarcat original, comme c'était le cas au XIXe siècle, il y a toujours cette idée que l'origine du genre est une forme de prédation ou d'apprivoisement, c'est-à-dire la prise de contrôle masculin sur une capacité féminine qui existe déjà comme une ressource naturelle, indépendamment et en dehors de la communauté masculine. Alors, c'est une conception qui peut se défendre à l'échelle locale d'un groupe exogame, surtout lorsqu'il s'agit d'un groupe exogame virilocal, comme on le voit dans beaucoup de rites nuptiaux, en Afrique de l'Ouest par exemple, où effectivement la femme est transférée, c'est une étrangère qui est transférée, qui est parfois captée, enlevée avec force, avec violence, de son domicile, qui est introduite dans la maison de son mari, qui est même enfermée dans la case nuptiale, et dans certains cas, elle doit rester enfermée dans cette case jusqu'à sortir enceinte. Dans ce cas-là, on a effectivement ce modèle où la transformation de la femme en contenant coïncide avec son enfermement et avec son introduction à l'intérieur. Mais à l'échelle de la société tout entière, le problème se présente plutôt dans des termes inverses. Là, il ne s'agit pas tant de transformer une femme en épouse, mais plutôt une fille en femme. Et pas tant de transférer un contenant de l'extérieur à l'intérieur, mais plutôt de doter une partie des habitants de la maison d'un potentiel de contenant. Et ce potentiel de contenant est pour la plupart des sociétés tout sauf une capacité naturelle. Ce n'est pas quelque chose donné par nature, la capacité de contenir d'autres corps, c'est quelque chose qui doit être imposé par la société. À travers une transformation corporelle laborieuse et risquée, comme c'est le cas
aussi pour les garçons, dans le passage à l'âge adulte, est toujours un passage très souvent rituellement encadré et risqué et laborieuse, mais pour les filles, elle comprend en outre une inversion radicale et durable de la topologie corporelle. C'est une inversion qui a été décrite pour les sociétés occidentales, d'abord par Freud, et ensuite ça a été repris par Beauvoir, comme, pas en termes topologiques effectivement, mais en termes d'orientation sexuelle. Donc l'idée était que pour les deux enfants, le premier objet de désir est la mère, qui est le premier contenant au sein duquel ils ont vécu et qui continue de les nourrir et de les entourer. Et pour les deux sexes, le passage à l'âge adulte implique l'abandon de ce premier objet, mais pour les garçons, cela implique de remplacer la mère par l'épouse, et très souvent en passant par un être initiatique par lequel il s'est fait dévorer, il s'est fait avaler. Parfois, il copule avec cet être avant d'être réenfanté en tant qu'homme accompli. Dans tous ces rapports-là, il ne perd jamais la position de contenu face à un contenant dont il sort, dans lequel il entre. Il s'éloigne progressivement de la chambre maternelle en passant de plus en plus de l'intérieur vers l'extérieur, mais il ne perd jamais sa disposition topologique initiale qui est toujours la disposition de l'enfant. C'est tout le contraire pour la fille, qui non seulement doit renoncer à la mère en tant qu'objet, mais elle doit la prendre comme modèle pour se constituer elle-même en objet. C'était le grand argument de Simone de Beauvoir pour penser la femme comme autre et comme deuxième sexe, et c'était aussi l'argument de Freud pour penser le changement de la zone érotique qui passe alors du clitoris comme un contenu potentiel au vagin en tant que contenant potentiel. Dans beaucoup de sociétés west-africaines, par exemple, ce changement est accompli par l'enlèvement du clitoris, qui est une intervention qui ne vise pas tant à réduire la sexualité féminine qu'à la réorienter vers des buts procréatifs. Mais cette réorientation du corps n'est pas le seul aspect de cette inversion topologique. Comme de Beauvoir l'a souligné, il s'agit non seulement d'adopter la position de l'autre, mais de continuer en même temps de se considérer en tant qu'autre. Donc, pas simplement d'abandonner la perspective masculine, mais de la garder sous une forme inversée. Mais qu'on la conçoive comme un transfert de l'extérieur vers l'intérieur ou comme une transformation d'un contenu en contenant, cette inversion topologique qui fonde la relation des genres semble, dans toutes ces descriptions, toujours viser le corps féminin, qui est tantôt enlevé ou enfermé, tantôt violé ou mutilé. Et cette représentation correspond à une perspective qui voit les rapports des genres essentiellement comme une violence des hommes contre les femmes. Mais cette conception présuppose déjà ce qu'elle devrait expliquer, à savoir justement les hommes en tant qu'un collectif concerté qui ensuite peut agir pour subjuguer le corps féminin. Et pour que le corps féminin soit constitué comme un corps englobé, il faut que les hommes se constituent en tant que corps englobant. Et pour les hommes, cette transformation en un corps englobant ne signifie pas de s'ouvrir, mais il signifie de se recouper et de s'associer. Ça aussi, c'est un élément qui a très tôt été souligné, parfois dans des termes plutôt biologiques comme chez Tiger dans son livre Manning Groups, tantôt dans une conception comme chez Mary Strathern, en pensant le corps masculin comme un corps pluriel qui s'opposerait à un corps singulier féminin. Mais dans tous les cas, cette constitution de ce corps pluriel n'est pas simplement une libre association de malfaiteurs, mais c'est une transformation physique qui peut être aussi violente et cruelle
que celle du corps féminin et qui vise aussi un changement d'identité personnelle fondamentale. Il est vrai que les procédures que subissent les garçons lors de l'initiation masculine, circoncision, scarification, tabassage, etc., confirment et renforcent leur statut de contenu. Donc la prépuce, c'est un contenant qu'on enlève. Les cicatrices sont souvent pensées comme les traces d'un vagin denté ou de la bouche de l'être initiatique, etc. Mais en même temps, elles redéfinissent ce contenu comme un contenu collectif. C'est en étant réenfantés par le même être initiatique que les initiés constituent désormais un corps solidaire des frères, comme l'a par exemple argumenté András Ciampleni pour le Poros et Nufo, et parfois ce corps solidaire des frères est même identifié avec le corps englobant de l'être initiatique. C'est ce qu'on trouve, par exemple, dans les rituels Tucano décrits par Steve Mewjones, où les initiés qui ont été avalés et recrachés par l'ancêtre Anaconda reconstituent collectivement le corps de cet ancêtre qui est matérialisé dans la maison cérémonielle, donc pensé comme un contenant collectif. C'est donc juste de décrire la production des femmes, comme l'a fait Simone de Beauvoir, comme la création des sujets amenés à se concevoir comme autres, mais elle a comme revers la production d'hommes en tant que sujet amené à se concevoir comme nous, ce qui veut dire que la production des femmes n'est pas l'œuvre des hommes, mais les deux sexes sont produits d'un même processus de reproduction spatiale. Néanmoins, non seulement dans la conception de la plupart des théories des rapports de genre, mais aussi dans la plupart des mythes et des conceptions des cosmologies des sociétés concernées, ces rapports de genre sont effectivement conçus comme instaurés par les hommes et subis par les femmes. C'est parce que cette représentation des hommes comme actifs qui instaure ces rapports sociaux, des femmes comme passifs qui les subissent, appartient à cette constitution relationnelle en tant que telle. Et c'est la dernière chose que j'aimerais bien aborder, cette association entre activité et masculinité d'une part et passivité et féminité d'autre part. Et de se demander en quoi consiste alors le sens topologique de cette opposition. La sexuation de ces deux aspects d'activité et de passivité se retrouve chez de nombreux auteurs, et Freud, en 1915, a même dit que la différence entre masculin et féminin peut se réduire à la différence entre activité et passivité. Et c'est une conception qu'on retrouve chez Simone de Beauvoir, presque dans le même terme chez Bourdieu. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans les conceptions de penser les rapports de genre, au moins en Occident. Très souvent imprégné par certaines traditions de pensée occidentale, Aristote notamment, cette conception ne peut certes pas être généralisée pour toutes les sociétés, et ça se voit déjà dans la division des tâches. Donc évidemment, les femmes ne sont pas moins actives que les hommes. Mais les exemples qui sont cités souvent ne soutiennent pas tant que les femmes mobilisent leur corps moins ou moins bien que les hommes, mais que les actions de leur corps, justement les actions les plus puissantes, échappent plus fréquemment à leur contrôle, alors qu'inversement, l'homme ne contrôle pas seulement son propre corps, mais cherche aussi à contrôler le corps de l'autre. C'est vrai qu'on a ici un trait qu'on retrouve dans de nombreuses sociétés, surtout en ce qui concerne la relation aux esprits. Le corps féminin se montre particulièrement apte à être possédé par les esprits qui l'animent et qui l'agitent malgré lui, dans un rapport asymétrique et violent qu'on assimile souvent à un acte sexuel, si bien que même si un homme est possédé par un esprit, il est parfois considéré comme la femme de cet esprit. De l'autre côté, l'appropriation des esprits par les humains, par exemple sous forme de fétiches ou des masques, est très souvent
associé aux hommes, et en Afrique de l'Ouest, le port des masques est presque partout un privilège exclusif masculin. Le cas des masques se présente effectivement comme une inversion directe de la possession. Ce n'est pas l'homme en chair et en os qui est habité et animé par un esprit, mais c'est le corps de l'esprit, en bois et en fibres, qui prend vie en étant habité et agité par un homme. C'est à partir de cette dichotomie entre les dispositions relationnelles du masque et de la possession, en Afrique de l'Ouest notamment, que Raymond Prince, qui a parlé des cultes Yoruba, a formulé une dichotomie fondamentale que nous pouvons effectivement généraliser non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais je pense aussi encore plus largement, qui considère ces dispositions d'être habité par un autre et d'habiter le corps d'un autre comme des dispositions, comme deux expressions de la différence des genres. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'on a ici une polarité entre activité et passivité. D'accord. D'abord, le corps aliéné qui est possédé, il n'est pas simplement passif. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Il agit, mais il agit sous l'emprise d'un autre, alors que le corps aliénant, il n'agit pas seulement, mais il fait agir un autre. C'est de cette façon que de Beauvoir et ensuite Bourdieu ont exprimé ces deux dispositions comme une disposition féminine à se faire objet et instrument pour l'autre. Se faire objet, c'est autre chose que d'être simplement objet. Et de l'autre côté, de prendre l'autre comme instrument et objet. Mais l'exemple du masque et de la possession nous permet quand même de préciser ce rapport. Parce que cet objet, cet instrument dont il s'agit là, c'est justement un contenant. C'est un contenant humain pour un contenu non humain dans le cas de la femme possédée, et c'est un contenant non humain pour un contenu humain dans le cas de l'homme porteur des masques. La réduction de cette polarité à une dichotomie entre activité et passivité ne capte qu'un aspect partiel de ces deux dispositions topologiques, et en plus, elle prend déjà une certaine perspective qui pense le contenu comme actif et le contenant comme passif. Le contenant comme un instrument passif d'un agent invisible qui se cache à son extérieur. Et c'est une perspective qui se comprend lorsqu'on pense le contenant comme un outil d'expression, un outil d'agir sur l'extérieur. Et c'est comme ça que le corps est très souvent pensé par rapport, par exemple, à l'âme qui l'habite. Et c'est tout à fait adéquate, une perspective tout à fait adéquate aux performances des masques, par exemple, qui sont presque toujours des spectacles publics. En tant qu'instrument d'expression, le masque sert à la fois à la présentation de l'extérieur et à la dissimulation de l'intérieur, parce que c'est extrêmement important, surtout en Afrique de l'Ouest, les masques ne doivent pas laisser transparaître même un millimètre du corps du porteur. Donc, si le port de masque exemplifie ici un habitus masculin, ce n'est donc pas simplement qu'elle implique le contrôle sur le corps d'un autre, mais de se servir de ce corps-là comme un moyen de présentation de soi dans l'espace public. Alors, qu'en est-il de la possession ? C'est pas simplement, on pourrait penser que c'est simplement la même chose avec à rôle inversé. Maintenant, c'est l'esprit qui s'exprime publiquement à travers un corps humain. Et ce cas existe effectivement. Donc, il y a des crises de possession spectaculaires où les dieux s'expriment devant le public à travers un médium possédé. Mais très souvent, lorsque les trans servent des moyens de communication, par exemple dans les cadres divinatoires, ça se déroule plutôt à l'intérieur de la maison, parfois même dans une chambre derrière un rideau, de sorte que le contenant est aussi invisible que le contenu. Et
parfois, le contact avec l'extérieur est même totalement coupé. On peut dire que presque la forme la plus radicale de la possession est celle qui ne se dévoile par aucun signe externe. Et c'est comme ça que beaucoup de sociétés, notamment en Afrique de l'Ouest, pensent la sorcellerie. C'est un esprit parasitaire qui prend si complètement contrôle du corps humain que son entourage ne s'en aperçoit plus. Et la prédestination du corps féminin à accueillir et à transmettre cet esprit-là correspond à l'ambiguïté inhérente à sa constitution en tant que contenant contenu qui n'est, par définition, jamais totalement dévoilé et qui garde jusque dans sa nudité une face cachée. Et c'est ainsi que, dans des contextes très très différents, Simone de Beauvoir a parlé par rapport à la société occidentale de l'attitude démoniaque de la femme qui serait, et je la cite, vouée au secret et au mensonge. Mais même ce secret-là peut être pensé de deux façons différentes. Il y a même une ambiguïté de penser cette ambiguïté. La sorcellerie admet les deux interprétations, soit comme un indice de la passivité des femmes, dont le corps est particulièrement vulnérable à être parasité par des esprits hostiles, soit au contraire comme forme propre de leur activité en tant qu'être vaincu, certes, mais vengeresse, et qui continue maintenant de l'intérieur à œuvrer à la destruction de la société des hommes. C'est comme ça que certaines variantes de ce mythe matriarcat, chez les gourous par exemple en Afrique de l'Ouest, présentent la possession féminine. Cette ambiguïté constitutive du statut du corps féminin, tantôt comme un canal humain vers le monde non humain, tantôt comme élément non humain installé au sein même des humains, dépasse néanmoins le cadre de la sorcellerie et caractérise plus généralement le rapport féminin au non humain. Bien qu'intégré au pôle intérieur de l'espace humain, dans la sphère domestique même, le corps féminin garde une profonde affinité avec les forces qui relèvent du pôle extérieur, même du pôle extérieur extrême, de ce qu'on appelle l'environnement sauvage ou de ce qu'on a appelé la nature. C'est un motif constant chez Lévi-Strauss. À un moment donné, il dit « la femme est partout nature ». C'est un rapport qui a été théorisé par Sherry Ortner dans un article Female to Male is Nature to Culture. Cette association entre femme et nature a très vite été critiquée pour son usage non contrôlé d'un concept polysémique de la nature qui réunit les concepts locaux les plus divers, extra-domestiques, non social, non traités, corporels, biologiques, etc., qui ne sont pas du tout associés de façon univoque et universelle aux femmes. Et il y a un recueil d'articles de Carol McCormack et Marilyn Stratham, Women, Nature and Culture, qui critique justement cette conception, et maintenant parler de cette association entre femmes et nature dans le séminaire de Philippe Descola, qui a profondément critiqué la dichotomie nature-culture en tant que telle, peut sembler risqué, mais néanmoins, je pense que le rapport que des gens comme Lévi-Strauss ou comme Ortner auraient marqué entre ce qu'eux, ils ont appelé femme et nature, n'est pas un chimère, mais un aspect constitutif du genre qu'on peut comprendre en précisant le contenu topologique de ce qu'ils appellent nature. Et on peut s'en approcher, pour conclure, en revisitant un exemple que Edwin Adener, qui était un des premiers dans un article classique de 72, de formuler ces rapports entre femmes et nature à l'exemple africain. Donc là, bon, pour lui, c'est Afrique centrale, mais donc c'est très dans tout cet ensemble d'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle ici nature. En réalité, c'est appelé la brousse localement, et la dichotomie importante est celle entre brousse et village,
qui ne coïncide pas du tout avec celle entre nature et culture. Donc, au contraire, la brousse est à peu près la source première de tous les biens culturels. Donc toute la culture vient de la brousse. Mais il s'agit, au fond, d'un modèle concentrique de la distinction entre soi et autre. La brousse est le lieu de l'autre. Si bien que même la ville, les centres urbains, l'Europe peut être appelée la brousse selon les contextes. Alors, dans beaucoup de sociétés en Afrique et ailleurs, les femmes sont foncièrement assimilées à la brousse. Et ça ne veut pas dire qu'elles se trouvent plus proches de la brousse, qu'elles interagissent plus que les hommes avec la brousse. Bien au contraire, l'interaction avec la brousse, notamment sous forme de la chasse, est généralement conçue comme une tâche masculine. La contiguïté entre hommes et brousse contraste donc avec la similarité entre les femmes et la brousse. Cette contiguïté masculine prend une forme d'attitude extrovertie, antagoniste, de sorte que, comme le dit Ardena, même l'acte de délimiter l'espace du village au sein de la brousse constitue un acte masculin. Et cette attitude antagoniste caractérise ensuite aussi l'attitude des hommes envers les femmes, mais maintenant il ne s'agit plus d'exclure la brousse, pour ainsi dire, mais de l'inclure. Donc c'est un geste d'approvisionnement, de domestication. Et donc le rapport historique qu'on a souvent accentué entre la domination masculine d'une part, la domestication des plantes et des animaux de l'autre part, se présente ici comme une analogie. Donc les femmes comme des êtres sauvages domestiqués par les hommes. Dans la présentation de Ardena, cette analogie se présente un peu comme une conséquence du fait que la femme représente l'autre de l'homme, et en tant que l'autre de l'homme, dans une société où le rapport à l'autre, ou la dichotomie entre soi et l'autre est pensée sous le schéma topologique du village et brousse, ça veut dire d'assimiler les femmes à la brousse. Mais c'est un peu une formulation qui reste un schéma vide tant qu'on ne sait pas pourquoi, au juste, il faut que les hommes s'opposent aux femmes. Donc, sur quoi se fonde cet antagonisme-là, qui est en effet beaucoup plus général que la virilocalité. Donc là, chez Ardena, on est dans une société virilocale, et cette domestication, comme en Mélanésie par exemple, où Merlin Strass en a parlé là-dessus, peut toujours se voir qu'on assimile justement les femmes avec la société étrangère d'où elles viennent, et on les enlève, on les intègre, etc. Mais on a la même association dans les sociétés uxorilocales, du Brésil central, par exemple, où il ne s'agit pas de dire que les femmes sont des étrangers, des êtres qui viennent de la brousse. Ce sont des êtres humains qui ont une communication constante, clandestine, avec les êtres de la brousse, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux. Dans les mythes célèbres d'adultère des femmes avec les tapirs, il y a toujours cette forme de soupçon que les femmes mènent une vie cachée qui échappe aux hommes, que ce soit qu'on les conçoive comme des êtres humains qui ont des commerces clandestins avec les êtres non humains, que ce soit à l'inverse qu'on les conçoive au fond comme des êtres non humains qui s'installent au sein de la société humaine sans jamais être totalement humanisés. Et l'expression topologique de cette vie secrète, de cette face cachée, est justement l'intérieur de leur corps. Le corps féminin représente ici la limite intérieure de l'espace humain, comme l'environnement sauvage représente sa limite extérieure, et c'est sur cette topologie que se fonde l'analogie entre femme et nature. Ces deux limites intérieures et extérieures, chaque société les trace différemment, et chaque société les accentue différemment. Mais il y a de forts indices que ces deux limites varient ensemble, et que la ségrégation des espaces sexués est corrélée avec la netteté de la frontière entre l'habitat humain et l'environnement non humain.
l'espace mobile et perméable des sociétés des chasseurs-cueilleurs n'admet qu'une faible différenciation des sexes, alors que l'opposition très nette du village africain à la brousse environnante s'accompagne d'une structuration sexuée beaucoup plus élaborée. Et l'antagonisme entre culture et nature que postule l'Occident moderne va de pair avec une polarisation sans précédent entre hommes et femmes. La coévolution de ces deux polarités constitue, je pense, une clé pour ancrer les rapports des genres dans les conditions matérielles de production et de reproduction, mais en même temps, elle nous rappelle que ce que la tradition matérialiste a appelé production et reproduction sont fondamentalement des relations sociales. Si les genres masculins et féminins peuvent être comprises comme conditions de production et de reproduction, c'est qu'ils constituent deux modes d'interaction physique avec l'autre, y compris l'autre non humain, l'animal à tuer ou l'enfant à naître, le fétiche à nourrir ou le génie à piéger, l'esprit investi par le masque ou l'esprit incorporé par possession. Le rapport des genres se rend toujours au-delà de l'existence humaine. Il se forme aux limites de l'existence humaine, et c'est de là qu'ils tirent leur caractère quasi-religieux, leur ritualisme et leur mystère, qu'elles soient ou non légitimées par un système de croyance. C'est pourquoi leur transformation ne passe pas par un changement de croyance, d'opinion ou d'idéologie, mais, comme le disait Bourdieu, par une transformation profonde du corps, qui n'est qu'un aspect d'une transformation de l'espace social dans son ensemble. Je vous remercie de votre attention. Merci Klaus pour cet exposé très stimulant. Je ne doutais pas que tu allais avancer des propositions originales, et elles le sont, en déplaçant au fond l'habituelle polarité, ou l'ancienne polarité entre les genres du domaine biologique au domaine spatial. Tu as permis d'aller au-delà de la conception relationnelle classique, en introduisant en fond l'idée que la différence se fonde sur, en particulier, un rapport d'englobant à englobé, et que l'espace donc est, dans cette polarité, peut-être l'opérateur principal qui permet de penser cette différence. Alors moi, je voudrais, au fond, t'inciter à aller peut-être un peu plus loin encore, et à te demander si cette polarité des genres ou des sexes, elle ne peut pas, au fond, être conçue comme un élément dans un système de transformation plus général de polarité spatiale, fondée sur d'autres formes d'opposition, dont la polarité sexuelle ne serait que l'une d'entre elles. Parce que d'après ce que j'ai compris, au fond, c'est celle qui sert de base dans ton analyse, et qui permet de comprendre l'engendrement des autres. Et je voudrais prendre un exemple pour ça. Je ne vais pas faire du bongoisme, comme disait Mary Douglas, mais je vais prendre un exemple que je connais bien, qui est celui des Achuar, de la polarité des espaces chez les Achuar, en fonction des sexes, mais en fonction d'autres critères aussi. Si j'arrive, et moi, pour parler d'espace, j'ai besoin de faire des dessins. Je ne sais pas si je vais arriver à soulever ce truc. Enfin bon, peut-être. Peu importe, je vais... Le tableau noir, c'est quand même très utile aussi. Vous voyez ici, oui. Bon, partons du centre, qui est la maison. Il y a bien une opposition dans la maison entre des espaces, un espace féminin et un espace masculin. Autour de la maison, donc on est chez les Achuar en Amazonie, il y a un jardin, c'est un espace féminin. C'est là, c'est
cultivés par les femmes, travaillés par les femmes. Les hommes sont très mal vus dans les jardins. Il y a des chemins d'accès pour aller à la maison, mais quand on visite une maison, il est très mal vu de sortir du chemin d'accès pour pénétrer dans cet espace féminin. La forêt est tout autour, mais la forêt est graduée, donc c'est un modèle concentrique. La forêt est graduée dans son usage et dans un espace, disons, de 2-3 heures de marche à partir de la maison. C'est un espace qui est à la fois masculin et féminin, mais qui est plutôt féminin. Donc je mettrai d'abord féminin plus un petit masculin. Parce que c'est là que les femmes vont ramasser des larves de palmier, c'est là qu'elles vont pêcher à la nivrée dans les ruisseaux avec les enfants, c'est là qu'elles vont récolter des fruits en saison, etc., etc. Donc c'est plutôt un espace féminin. Et disons, le grand espace qui autour, et alors je ne vais pas le borner, c'est principalement un espace masculin, c'est l'espace de la chasse, c'est l'espace de la guerre. Donc ça, on a un système de polarisation avec des englobements, c'est-à-dire on a effectivement un espace masculin qui englobe plutôt un espace féminin, qui englobe un espace féminin, etc., etc. Tout à fait ce système d'englobement de polarité que tu évoquais tout à l'heure. Si on voit quelles sont, non pas du point de vue des genres, mais du point de vue des positions de parenté, ou de la classification sociale fondée sur la parenté, l'usage de ces espaces, si on repart dans la maison, l'espace masculin, c'est l'espace de l'affinité, c'est l'espace des affins, c'est là que les hommes reçoivent des visites. Et les visites elles peuvent être des parents consanguins, mais conceptuellement, elles sont plutôt vues comme des affins du fait de l'analyse classique que Viveros de Castro et Fausto ont montré, qu'Anne-Christine Taylor avait aussi montré auparavant, selon laquelle les rapports entre groupes locaux sont conçus comme des rapports entre affins, que plus on se déplace du groupe local vers l'extérieur, plus on va d'un monde qui est structuré par la consanguinité vers un monde qui est structuré par l'affinité. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais enfin bon, tu connais ces analyses fort bien. Donc on a ici un monde, un espace masculin qui est un espace d'affinité et un espace féminin qui est un espace de consanguinité avec des formes d'englobement classiques. C'est là qu'il y a les jarres à bière de manioc, etc. C'est là qu'on fait la cuisine, etc. Et d'ailleurs, les hommes c'est une des unités polygames, mais s'il y a, disons, une unité classique, c'est un chef de maison et un gendre résidence, une résidence luxurie locale. Les deux hommes vont le soir coucher dans l'un des lits, puisqu'ils dorment sur des espèces de bas-flancs, d'une de leurs épouses. Hein. Donc ils se déplacent de l'espace de l'affinité vers l'espace de la consanguinité. Ça, c'est un espace féminin. Les accouchements se produisent là. Ici, c'est un espace intermédiaire. Et ici, c'est l'espace de l'affinité absolue, où les femmes ne sont pas admises. Donc, on peut structurer aussi ça par des formes d'englobement, de polarité, fondées sur l'opposition consanguin-affin. Autre opposition, alors celle-là qui n'est plus entre consanguin et affin, mais qui est entre humain et non-humain. À l'intérieur de la maison, on reprend toujours le modèle concentrique, on a des humains, et on a aussi pas mal de non-humains, ce sont les animaux apprivoisés. Les animaux apprivoisés, ce sont des affins, puisque le rapport avec les animaux par la chasse, c'est un rapport d'affinité, qui sont consanguinisés, c'est-à-dire qu'ils sont soustraits à leur milieu d'origine et traités, disons, comme des orphelins. Ils vivent dans la maison, en général, ils ne sortent pas de la maison et ils sont traités comme des enfants. Donc, là, c'est un englobement, c'est-à-dire ce sont des affins qui ont été soustraits à l'affinité et transformés en consanguins. Le jardin, ce sont des consanguins, les humains. Les plantes cultivées sont des consanguins, qui sont traités par les femmes, et qui, dans certains cas, sont soustraits à
des affins qui sont des plantes sauvages, c'est-à-dire il y a des plantes domestiques, hein, qui sont des consanguins, traitées par les femmes comme des consanguins, mais il y a aussi des plantes sauvages qui ressortent de l'affinité pour les hommes et qui sont transplantées de la forêt vers le jardin. Donc là, on a un englobement des affins non humains par les consanguins. Et finalement, si on dépasse cette zone intermédiaire de transition entre humains et non humains et consanguins et affins, qui est cette ceinture en quelque sorte d'usage intensif, on a le monde de la forêt qui est un monde de relations entre affins non humains, c'est-à-dire les animaux par la chasse. Donc on a une troisième polarité qui est humain-non humain. On pourrait introduire les esprits là-dedans, c'est-à-dire les esprits comme une catégorie particulière de non-humains. Ça, c'est ce que tu as dit sur les esprits était absolument passionnant, justement, dans ce rapport englobé. Le chaman, lorsqu'il fait des traitements, il les fait dans la maison. Un chaman qu'on va inviter pour soigner quelqu'un. Il va donc dans l'espace masculin, dans l'espace de l'affinité, gérer les rapports qu'il a avec les esprits pour essayer de faire sortir les corps pathogènes envoyés par des esprits du corps d'un malade. C'est un rapport avec des affins, là aussi. Hein, si on le conçoit comme ça, c'est-à-dire que les esprits du chaman, ce sont ses affins, et ce sont ces affins qui l'envoient pour se battre dans un rapport d'affinité générique, comme la guerre, contre des agents pathogènes qui ont été envoyés par d'autres chamans. Mais il y a une autre forme de rapport aux esprits qu'Anne-Christine Taylor avait analysé dans un article, qui est celui de l'étourdissement, disons. Elle raconte une anecdote qui nous avait beaucoup frappé sur le terrain. C'est une femme qui sort au milieu de la nuit pour satisfaire un besoin naturel, et puis elle revient étourdie, elle a été touchée par un esprit. Et c'est pas très loin, c'est autour de la maison. Donc le tour de la maison est déjà rempli d'esprits qui évidemment considèrent le corps d'une femme, parce qu'elles sont particulièrement menacées, comme un contenant. Et puis, si on retourne dans cet espace le plus lointain, il y a un rapport avec d'autres esprits qui sont les esprits des animaux. Alors là, c'est vraiment la consanguinité, l'affinité absolue. Hein, les maîtres des animaux, les esprits pour les hommes sont comme des beaux-pères. Et puis, il y a aussi les esprits qui viennent donner une sorte de biographie, qui sont les esprits arutam, que l'on va chercher en faisant des jeûnes, en prenant des hallucinogènes, etc., pour être... non pas, c'est pas une possession, c'est un transfert de capacité, au fond, de cet esprit qui vous trace une biographie. Et ces esprits, ce sont en fait, non pas des affins, ce sont des sortes de consanguins. Il n'y a pas d'ancestralité, mais ce sont quand même des gens qui sont perçus comme des consanguins. Donc on a, dans cette polarité spatiale, que je viens très brièvement d'évoquer, au fond, trois principes qui sont, dans lesquels le rapport entre contenant et contenu, les polarités que tu as évoquées sont tout à fait présents, mais qui sont trois principes qui sont simultanément des rapports de genre, des rapports de consanguinité, d'affinité, des rapports de lien entre humains et non-humains. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'on ne peut pas concevoir ce genre de relations, de champ de relations, comme quelque chose de plus général, qui, dans certaines sociétés, va être spécifiquement polarisé autour du rapport des sexes,
et dans d'autres va être plutôt polarisé autour du rapport entre humain et non humain, ou du rapport entre consanguinité et affinité. C'est une chose qui m'avait beaucoup frappé en lisant évidemment la littérature mélanésianiste et en discutant avec des gens comme Emil Schlosser, de voir à quel point, au fond, il y a quelque chose de l'ordre de l'obsession dans les rapports de genre en Mélanésie, alors que ces rapports, si l'on accepte pour l'Amérique du Sud ces cas de matriarcat mythique, en quelque sorte, hein, qu'on trouve au Brésil central, qu'on trouve tout à fait au sud, qu'on trouve de façon plus diffuse dans le nord-ouest amazonien, l'opposition, la polarité homme-femme ne semble pas jouer un rôle aussi central qu'elle le joue dans d'autres régions du monde. Voilà le premier commentaire. Merci Philippe. Donc, c'est la position que tu as affirmée dans ton article les genres les genres du genre of gender, oui. Dans un recueil d'articles qui compare justement la Mélanésie et l'Amazonie. Je pense en effet que ce que tu décris, je dirais oui et non. Oui, en ce qui concerne la fondamentalité des relations aux non-humains pour penser le genre. Donc là, je ne pense pas qu'il y a trois dimensions différentes qui sont des transformations les uns des autres et qui sont au même niveau logique. C'est l'argument que je voulais présenter aujourd'hui, c'est justement que les rapports de genre sont une transformation d'un rapport qui est plus fondamental et qui est la relation à l'autre. La relation à l'autre dont la façon la plus radicale est la relation non-humaine, qui peut s'exprimer dans les rapports aux animaux sauvages, entre guillemets, aux esprits, etc. La mesure donc ce rapport-là se présente sous un modèle concentrique qui présente un intérieur, qui oppose un intérieur et un extérieur, et à tous ces englobements-là. La question est pourquoi, donc là où le genre entre dans le jeu, que c'est non seulement une gradation des rapports à l'autre, qu'on peut exprimer sous une forme de consanguinité et d'affinité, donc l'affinité en tant qu'altérité et la consanguinité en tant que reproduction des liens au soi, mais que justement, ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace n'est pas simplement le soi en tant que tel, mais une partie des humains qui ont des rapports aux non-humains qui ne sont pas simplement des rapports d'affinité, qui sont les autres des non-humains, mais justement qui ont des rapports plutôt de consanguinité avec ces non-humains, que ce soit qu'on les conçoive comme souvent dans les mythes et contes ouest-africains comme des animaux transformés, ou bien que ce sont des gens qui ont des rapports de consanguinité avec les animaux, avec les plantes, comme c'est le cas à Choix, je me souviens bien dans un article d'Anne-Christine, où la polarité entre hommes et femmes était accentuée comme une polarité d'une relation d'affinité avec les animaux et les plantes pour les hommes, et plutôt de consanguinité avec les hommes et les plantes pour les femmes. Et donc, j'ai lu ça comme un indice de ce rapprochement logique entre les femmes et les non-humains, qui fait que dans ce schéma, l'autonomie fondamentale est de savoir pourquoi, si en s'éloignant progressivement du centre de l'intérieur, on vient de plus en plus dans le domaine de l'autre, et pourquoi donc il y a au sein même de cet espace cette représentant de l'autre transformé en humain qui est la femme. Dans le cas des sociétés, dans les cas des Adjoa, mais dans le cas plus généralement des sociétés amazoniennes,
ça se complique parfois, justement, par le fait que cette relation d'affinité masculine prend une forme de contiguïté qui fait qu'on est effectivement ensemble avec les enfants. Et dans les cas du Brésil central, par exemple, on a effectivement l'espace masculin qui se trouve au centre d'une périphérie féminine et qui est effectivement l'espace où de l'échange avec l'autre, non seulement avec les affins, mais aussi avec les esprits, l'espace où arrivent les masques, etc. Et du coup, ce centre qui se trouve à l'extérieur, cette double association au centre et à l'extérieur de la masculinité prend une forme particulièrement marquée dans ces sociétés-là, alors qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, le modèle concentrique est beaucoup plus déployé et l'autre, justement, il ne se trouve pas au cœur même de l'espace villageois, mais il est projeté dans un extérieur qui est néanmoins pensé comme le centre de l'espace humain. Donc, cette idée d'installer le centre à l'extérieur se trouve aussi en Afrique de l'Ouest, où justement il est associé avec une première rencontre avec les esprits de la terre, avec les génies autochtones, qui est conçu comme un modèle sur le modèle de l'affinité. Souvent, on conclut une alliance avec eux ou on devient le beau-fils, mais qui, après, se présente quand même comme les limites d'une série de rapports consanguins. Et c'est cette continuité qui est installée là entre affinité et consanguinité, alors qu'en Amazonie, c'est plutôt une opposition très nette. Et c'est cette continuité qu'en Afrique de l'Ouest, on installe entre les deux pôles qui fait justement le modèle généalogique et le modèle de la filiation et le modèle segmentaire, où à chaque fois, les gens qui sont issus d'une même femme deviennent le nœud d'un nouveau lignage agnatique et où chacun de ces nœuds est, pour ainsi dire, féminin à l'intérieur, masculin à l'extérieur, parce que c'est une généalogie qui ne relie que les hommes, alors que à chaque fois, le seul critère de distinction entre ces hommes est justement l'origine dans une même femme. Et c'est ça la projection dans le temps d'un modèle spatial qui est ce modèle d'un englobement des chambres féminines par des maisons masculines, où chaque chambre devient, au fur et à mesure où la maison se développe, chaque chambre féminine devient une maison masculine. Et du coup, la différence de cette polarité est totalement dynamique. Du coup aussi, la différence entre consanguinité et affinité devient quelque chose de graduel et dynamique. Les ancêtres sont en même temps les premiers affins. Et la relation entre les genres eux-mêmes prend une forme graduelle et concentrique qui veut dire, bon, on devient de plus en plus, on se masculinise de plus en plus on va vers l'extérieur et plus on se projette dans l'ancestralité. Il y a quelque chose comme ça dans cet ordre en Amazonie de Nord-Ouest aussi. Oui, c'est très particulier. Alors que justement, dans la plupart de l'Amazonie, et je pense aussi, même si le Brésil central a un cas particulier aussi chez les Achuar, par exemple, comme j'ai lu tes travaux et les travaux d'Anne-Christine, il y a justement cette polarité qui est beaucoup plus marquée et où il n'y a pas cette continuité graduelle entre les deux pôles qui est un peu le moteur de la morphologie sociale en Afrique de l'Ouest. Mais donc, néanmoins,
le modèle de base que les rapports entre hommes et femmes sont une transformation des rapports entre soi et l'autre, me semble valide dans les deux cas. Je ne dirais donc pas que, il y a plusieurs rapports et chaque société, il y a des sociétés qui se posent plutôt sur le rapport au non-humain, d'autres qui accentuent plutôt le rapport des genres, mais je pense que les rapports des genres sont déjà une transformation. Rapports. Merci de le préciser parce que ce n'était pas tout à fait clair dans ce que tu avais dit. Non, je pense qu'ils sont une transformation des rapports de la relation homme-femme et une transformation de la relation entre soi et l'autre, une transformation qui consiste justement dans cette inversion topologique. C'est cette inversion qui est centrale et maintenant on peut dire qu'il y a certainement des sociétés où cette inversion est accentuée de façon beaucoup plus forte que dans d'autres. Il y a certains où cette inversion s'exprime de façon différente que j'ai d'autres, parfois plutôt sous un modèle continu, parfois plutôt sous un modèle beaucoup plus bipolaire. Mais néanmoins, je pense que dans toutes les sociétés, on trouve non seulement les relations à l'autre et au non-humain comme la relation sociale fondamentale, la relation sociale de base, mais aussi cette inversion-là. Et en ce sens-là, il me semble quand même que ce modèle qui est valide pour non seulement pour une certaine région, mais pour l'ensemble des sociétés, même si je l'ai approfondi surtout avec l'Afrique de l'Ouest en vue, mais en ayant comme arrière-fond, comme tu le dis, les exemples de l'Amazonie et de l'Amérique du Nord. Je vais quand même poser, avant de laisser la parole à la salle, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions, je voudrais juste poser une autre question. Comment s'organise ce système bipolaire dans le cas de troisième catégorie, c'est-à-dire par exemple ce que Bernard Saladin d'Anglure a appelé le troisième sexe chez les Inuits, ou bien des figures comme les Berdaches, ou bien chez les Nuer, une femme qui est l'époux d'une autre femme, etc. Donc toutes ces catégories, au fond, qui étendent le champ de la variation des rapports entre les sexes au-delà de la bipolarité. Est-ce que il y a, du point de vue spatial toujours, est-ce que ça se rabat sur la bipolarité, ou est-ce que ça introduit de la complexité dans le... Ça introduit de la complexité, mais pas au sens où ça dépasse la... Bon, justement, la question, est-ce que là, la bipolarité des sexes est transgressée? En réalité, il s'agit ici d'un troisième sexe, etc., ne se pose que si on a une idée de sexe qui est fondée sur la différence anatomique et sur la biologie du corps. Au moment où on le pense comme une catégorie spatiale, la question se pose de façon autre. Donc, le cas des devins qui sont possédés et que ce sont particulièrement très souvent en Afrique de l'Ouest des femmes, des vénéresses, etc. Mais il y a dans d'autres sociétés, ce sont que des hommes qui se comportent un peu de façon pareille, donc qui ont la même disposition spatiale. On a des cas où, comme des vaudous, là où je travaille, qui sont appelées femmes du vaudou, et effectivement, 90% ce sont des femmes, mais ça peut aussi être des hommes, qu'on voit ensuite avec des habits qu'on caractériserait plutôt comme féminins. Il y a toute une série de traces d'effémination.
Il s'agit là nullement d'une transgression de la bipolarité, d'un cas où les hommes sont transformés en femmes. Justement, il s'agit d'un cas où certaines de ces échelles ne sont pas synchronisées de la façon dont on l'attendrait. Mais si on dit qu'être femme, c'est pas avoir un vagin, mais c'est d'avoir certaines dispositions spatiales, certaines relations avec les esprits, de se tenir dans certains lieux de l'espace. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème à dire qu'un devin ou un chaman est ici une femme dans ses relations, dans ses rapports avec les esprits, dans la fonction qu'il joue. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de troisième sexe. Je pense qu'au moment où on dit que cette polarité-là n'est pas une dichotomie qui s'impose une fois pour toutes à toutes les échelles de la même façon, mais on peut dire, bon, elle peut se transformer en passant d'une échelle à l'autre. À l'échelle du corps biologique, à l'échelle de la maison, à l'échelle des vêtements, dans différents contextes, dans différentes phases de la vie. Dans ce cas-là, c'est à chaque fois, bon, quels sont les aspects masculins et féminins, dans quelle mesure ici on passe de la féminité à la masculinité, dans quelle perspective cette personne est une femme et un homme. Tu as évoqué le cas des maris féminins africains, ce qui est un très bon exemple. Donc la femme Ibo qui épouse une autre femme pour ensuite devenir le père de ses enfants, fait ça justement. Donc elle est absolument homme. Donc par rapport à cette femme-là, la polarité des sexes entre hommes et femmes est même plus forte qu'entre ce qu'on appellerait hommes et femmes. La domination masculine est beaucoup plus forte lorsque l'homme en question est une femme biologique. L'épouse en question a beaucoup moins de liberté et beaucoup plus reléguée vers l'intérieur que dans l'autre cas. Alors qu'en même temps, cette même personne demeure, par rapport à son propre mari, dans une position féminine. Donc là, une fois on a accepté que le genre est une question de perspective et de disposition spatiale, le fait qu'une seule et même personne peut être homme et femme en même temps, selon la perspective, ne pose plus de problème. C'est plus quelque chose, il faut maintenant introduire, il dit, bon, elle est ni homme et femme, elle est un troisième sexe. Non, elle n'est pas un troisième sexe. Elle est femme et homme en même temps, sous différentes perspectives, à différentes échelles. Je partage tout à fait ton point de vue de ce côté-là. Bon, je suis sûr qu'il y a des questions sur